Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais tout simplement m'excuser de ne pas avoir mis d'épisode la semaine passée. Très simplement je le sentais pas. J'étais un petit peu dans un état d'esprit super bizarre et au lieu de vous mettre quelque chose qui n'allait tout simplement pas avoir une bonne qualité, selon moi, j'ai préféré juste la jouer un petit peu silence radio. Et du coup j'en ai profité pour comprendre un petit peu comment est-ce que je pourrais faire ce podcast maintenant d'une manière qui est plus en ligne avec la personne que je suis devenue, parce que là on arrive gentiment à presque 1 année et demie de podcast et bien entendu le style change, mes prises de conscience aussi, et durant un des webinaires dans le cadre du programme d'auto-coaching, en fait j'ai commencé à vraiment parler avec mon cœur, à être portée en fait par un message et j'avais envie d'essayer ça dans cet épisode, c'est-à-dire de parler off-script, d'avoir un sujet, mais de me laisser un petit peu porter par le flot de mes pensées, par le flot des concepts, de les amener d'une manière qui est, selon moi, un peu plus naturelle et spontanée. Du coup, aujourd'hui, le sujet, c'est celui de toujours avoir une bonne raison et du fait qu'il y aura toujours une bonne raison pour faire quelque chose ou pour pas le faire. Et ce sujet-là, en fait, est vraiment apparu durant un des webinaires. J'étais en train de coacher une des participantes et puis on était en train d'utiliser un des outils où vraiment on décrypte comment, comme vous le savez déjà, les pensées que l'on a à propos d'une situation génèrent ces émotions et que ces émotions, ces ressentis font que l'on va agir ou non, ou d'une certaine manière, qui va avoir un effet final, une conséquence ou bien un résultat. Et puis du coup, elle veut créer un autre résultat ou réagir différemment et on commence en fait à élaborer quels seraient des systèmes de pensée, des schémas de croyances qui pourraient l'aider, l'accompagner, qu'elle pourrait activer délibérément, intentionnellement pour pouvoir en fait être un peu plus en accord avec qui elle a vraiment envie d'être, qui elle est au fond, réellement. Pas être cet aspect-là, ce personnage-là qui se met trop en colère ou bien qui devient très anxieux et très stressé pour un petit rien et qui est plus en ligne avec la personne qu'elle préfère. Pas nécessairement la meilleure version de soi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi dans le développement personnel, toujours être à la recherche de devenir la meilleure version de soi. Ça, c'est une phrase qui peut, selon moi, porter à préjudice parce qu'on va toujours être à la quête de la meilleure version de soi, ce qui sous-entend qu'il y a des parties de soi qui ne sont pas assez bien. Et quand je sais que beaucoup de personnes commencent le développement personnel pour justement travailler sur leur estime, apprendre à se valoriser, avoir plus confiance en elles, le fait qu'en même temps elles utilisent le concept de devenir la meilleure version d'elles-mêmes, j'espère que vous comprenez comment ça peut créer une légère incohérence, voire une énorme incohérence et potentiellement plonger dans un état d'esprit où vous avez toujours l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien, etc. etc. Bon, bref, je reviens sur il y aura toujours une bonne raison pour faire le truc ou pour ne pas faire les choses. Donc cette participante, elle a commencé à identifier vraiment d'autres pensées, d'autres croyances qu'elle pourrait activer pour interpréter la situation différemment, qui générerait chez elle ou qui la mettrait dans une humeur, dans un ressenti qui est plus agréable, plus constructif pour elle et pour les autres. Et est automatiquement venu déjà un premier mécanisme de défense qui était « Oui, mais bon, Jen, je veux bien, mais d'un autre côté, j'ai pas forcément envie de croire des choses qui ne sont pas vraies à propos de la situation, etc. » Et ce que je lui ai répondu, et ce que je réponds toujours, c'est « Tu crois ou vous croyez déjà des choses qui ne sont pas vraies. » Je laisse poser ça. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai ou non. Il peut y avoir plusieurs vérités à la fois. Par contre, pour beaucoup de raisons qui découlent soit de notre inconscient collectif, soit de notre éducation, soit d'expériences passées, on croit que la croyance que l'on active automatiquement est la plus vraie,
est la plus juste, entre guillemets. Mais on n'en sait rien. À chaque fois que vous croyez que vous n'êtes pas assez bien, il n'y a personne, il n'y a rien qui peut vous dire « oui, c'est vrai ». Il y a juste votre auto-jugement, vos croyances et le fait que vous croyez que cette croyance-là, elle a plus de valeur qu'une autre croyance qui serait du style « tu as de la valeur et tu as aussi des choses à apprendre ». Et le fait que tu aies quelque chose à apprendre ou à comprendre, en aucun cas ne te dévalorise parce que les choses ne sont pas interdépendantes. Beaucoup de personnes ont de la peine à s'approprier cette croyance parce que l'on a souvent été dans un système de croyances, par exemple pour tout ce qui est de l'ordre de l'amour-propre, de s'aimer soi-même, qu'on a appris à s'estimer et à s'aimer à travers le regard ou le feedback, c'est-à-dire les réponses que l'entourage nous a données quand on était très jeune. Si on faisait bien quelque chose, si on était bien gentil, eh bien on avait en retour quelque chose de positif, une félicitation, ou bien une récompense, un petit cadeau, ou bien tout simplement une forme de garantie de continuer d'avoir des amis parce que on est rentré dans le cadre et puis on correspondait à leurs attentes. Par exemple, ça on peut vraiment beaucoup voir dans la cour de récré, ou même peut-être ça peut réveiller des souvenirs chez vous que vous aviez le groupe d'enfants peut-être cool de la classe, peut-être que vous en faisiez partie, peut-être pas, et que si vous en faisiez partie et que vous n'étiez pas le ou la leader du groupe, eh bien vous aviez tout intérêt à un petit peu à vous plier puis à vous conformer à ce que le ou la leader du groupe voulait. Et que si par mégarde, à un moment donné, vous faisiez quelque chose qui ne lui plaisait pas, eh ben elle pouvait aller un petit peu papoter derrière et tourner les autres contre vous. Et donc du coup, vous et moi aussi, tout le monde a appris que pour continuer à être en connexion avec les autres, il faut que l'on agisse d'une certaine manière, il faut que l'on s'habille d'une certaine manière, il faut que l'on pense les choses d'une certaine manière, il faut surtout pas trop montrer que, en fait, on n'est peut-être pas trop d'accord sur tout. Et si on ose montrer qu'on n'est pas d'accord, eh bien, avoir assez de force, de caractère pour l'assumer. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi très sensibles, cette force de caractère peut parfois vous sembler comme inatteignable. Alors que finalement aussi la force, ça c'est tout un concept, c'est quelle est l'interprétation que vous donnez à la force. Si l'interprétation que vous donnez à la force, c'est le simple fait d'être en train de crier fort, de vous affirmer et puis de ne pas écouter ce que les autres ont à dire, oui, c'est une définition d'avoir une force de caractère, d'avoir un caractère fort. Personnellement, pour moi, la force est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus subtile. Mais bon, à nouveau, je m'égare. Donc, j'en reviens sur cette notion de « je n'ai pas envie de croire quelque chose qui n'est pas vrai ». Et quand on a commencé à creuser, en fait, j'ai vraiment mis en évidence le fait qu'elle croyait ou elle avait ses pensées spécifiques à propos de ces situations, c'était pas faux. Qu'elle croyait ça parce que fondamentalement, elle avait eu plusieurs preuves qui avaient confirmé qu'elle avait raison de croire ça. Et que même papy et mamie, ça fait depuis un moment que j'en ai plus parlé, de papy et mamie, ils croient qu'ils ont raison de croire ça, que c'est important de croire ça. Ça fait du sens. Ça crée de la cohérence. Et cette cohérence crée aussi la sensation de pouvoir anticiper ce qui pourrait se passer. Qui, au fond, ce sentiment de pouvoir anticiper ce qui pourrait se passer est rassurant parce que ça nous donne l'impression de contrôler un petit peu quelque chose, de contrôler les diverses finalités possibles. Et donc cette cohérence, même si elle est désagréable à vivre parce qu'elle va générer plein de ressentis, plein d'émotions, que ce soit des formes de colère, de frustration, d'irritation ou bien du stress, en plus, ou bien de la tristesse, du désarroi, de la déception, n'empêche que ce principe d'être cohérent est quand même plus agréable que de se confronter à la possibilité qu'en fait, on pourrait croire autre chose à propos de la même situation, du même contexte. Parce que ce que cela viendrait sous-entendre, c'est qu'en fait, vous aviez tort de croire cela. Et ça, pour papy et mamie,
c'est vraiment effrayant. Alors que pour Luc, ou Lucie, comme j'aime l'appeler, cette partie-là du cerveau qui est plus récente, que j'appelle le Jedi, donc je ne sais pas si c'est la première fois que vous écoutez un des épisodes sur Only Up to You. Si c'est le cas, je vous invite juste quand même à écouter un des tout premiers épisodes qui s'appelle « Le fonctionnement du cerveau », comprendre comment fonctionne son cerveau. J'ai une métaphore en fait où je définis les différentes parties du cerveau avec des prénoms et des surnoms. Et donc papy et mamie, c'est les parties plus primitives, plus ancestrales. Et Luc ou Lucie, c'est le Jedi, c'est le cortex préfrontal, c'est là où vous avez votre intellect, votre personnalité, etc. Et parfois, en fait, les différents propriétaires de votre cerveau ne parlent tout simplement pas le même langage et n'arrivent pas à s'entendre. Et tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'habitude, de faire les choses comme elles ont toujours été, de vouloir contrôler les choses, même si vous dites non, moi je suis du style à laisser aller, je suis à peu près sûre que je peux vous mettre dans certaines conditions où tout d'un coup, là, votre papy, votre mamie vont quand même s'activer parce qu'on a besoin, c'est un besoin de se sentir en contrôle. Parce que quand on se sent en contrôle, on se sent dans notre propre puissance personnelle. Bref, j'en reviens à cette croyance et le fait d'avoir de nouvelles croyances et d'avoir ce mécanisme de défense qui dit « Oui, mais j'ai pas envie de croire des choses qui ne sont pas vraies » et d'en venir à la conclusion mais que c'est déjà le cas. Vous croyez déjà des choses qui ne sont potentiellement pas vraies. Mais et aussi qu'il peut y avoir plusieurs vérités à propos d'une même situation. Des vérités qui peuvent apparaître contradictoires. C'est ce que j'appelle la pluralité des vérités. Le fait que quand par exemple on interprète comment une personne agit à notre égard, par exemple une personne que vous connaissez depuis super longtemps, un membre de votre famille, votre mari, votre femme, votre frère, votre sœur, enfin bref, quelqu'un que vous connaissez et que vous avez l'impression de connaître comme votre poche, et puis vous avez tout l'historique aussi avec. Quand vous entendez, que vous voyez cette personne faire une remarque à votre égard, bien sûr vous pouvez aller sur la croyance de cette personne n'est qu'un pauvre ou une pauvre, 3 petits points, il ou elle me jalouse, il ou elle est comme ça parce que ça fait toute ma vie que je la connais et puis je sais exactement comment elle fonctionne et puis la raison pour laquelle elle fait ça c'est que ABC et étrangement, les raisons pour lesquelles la personne fait ces choses, ce sont des raisons qui souvent sont en contradiction avec des valeurs qui sont très importantes pour vous, généralement. Maintenant, quand vous continuez de croire cela, eh bien ça peut générer toutes ces émotions plus désagréables que j'ai su mentionner avant, donc l'irritation, la frustration, la déception, l'agacement, la tristesse, le désarroi, la déception, la culpabilité, l'angoisse, le stress, enfin bref, voilà. Maintenant, chaque émotion a son utilité. Il ne s'agit pas ici de dire « Ok, il y a des émotions qui sont cool, des émotions qui sont pas cool, des émotions qui sont positives, des émotions qui sont pas positives. Il faut vivre que heureux, épanoui, puis tout le reste, ça veut dire que c'est faux. » Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'à un moment donné, si vous en avez marre d'agir, de réagir d'une certaine manière, il va falloir passer par le changement de ressenti qui, lui, passe automatiquement par le changement de pensée. Si vous êtes à l'aise, aligné avec le fait que cette personne-là ou cette situation-là, vous avez envie de continuer de vous sentir de cette manière-là, parce que ça a du sens pour vous et que là, vous n'êtes pas prêt à lâcher le truc, pas de problème. Restez. Je parle vraiment dans le cas de figure où vous avez envie que ça change. Et dans le cas de figure où vous avez envie que ça change, vous allez être confronté à cette pluralité des vérités, qui est littéralement que même si vous êtes en train de penser autre chose à propos d'un contexte, que vous êtes en train de faire l'effort délibéré et intentionnel de percevoir les choses différemment, qu'il y a encore une partie de vous qui croit que mais en fait, non, je pourrais quand même percevoir ça de la manière dont je l'ai toujours perçu, parce que ça me semble aussi plausible. C'est finalement de vous rendre compte que parfois, il peut y avoir différents systèmes de pensée, différents types de croyances que vous pouvez activer, et que ces différents systèmes sont tout aussi plausibles les uns que les autres. Et que du coup, là, vous devez faire l'effort
et oui, c'est un effort, c'est un travail, surtout au début, de continuer avec le système de pensée qui va générer chez vous l'état dans lequel vous avez envie d'être. Pas votre état habituel, pas comment vous vous sentez à l'habitude et comment vous vous êtes toujours senti. Et ça, ce décalage, il peut être très perturbant. Surtout parce que c'est comme si ce ressenti, ces habitudes, cette manière-là de se sentir face à cette situation, se réveille, s'active automatiquement et que vous devez résister l'envie, si vous voulez, de confirmer cela en activant le système de pensée habituel et usuel. Par exemple, là, je pense à quelqu'un en particulier qui a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, surtout quand elle a l'impression qu'elle est en train de perdre un peu de temps parce que tout d'un coup, il y a des imprévus, les enfants ils sont pas en train de s'habiller assez vite, il y a un souci sur la route, elle a oublié quelque chose, etc., etc. Et puis là, le système de pensée qui se met automatiquement en place, c'est « t'as pas assez bien fait, tu t'es pas assez organisé, maintenant ta journée elle est foutue, etc. » Blablabla. Et ça génère encore plus de pression, l'impression de suffoquer, l'impression que ça va pas aller. En parallèle, elle fait un travail où elle a envie, son objectif, c'est que face aux imprévus de la journée, de la vie, elle puisse rester, sereine, calme, neutre, stable, active, réactive, mais pas complètement stressée, paniquée. Le nouveau système de pensée qui pourrait l'aider serait justement de dire, bon, ok, même si là j'ai pris du retard, c'est pas grave, ça arrive, les gens ils peuvent comprendre. Et là, dans la réalité, dans la pratique, elle est confrontée en fait entre cette espèce de ping-pong de « ouais, ok, j'essaie de me dire ça, mais en même temps, je pourrais tellement aussi me dire « c'est foutu parce que franchement, en fait, j'ai pas réussi à tout faire, etc., etc., etc. » Et là, en fait, elle a une décision à prendre. Quel est le système de pensée que je vais nourrir ? Pas parce qu'il y en a un qui est plus juste, plus vrai que l'autre, comme j'ai dit avant, on n'en sait rien, en fait. Mais de choisir en fonction de ce qui vous sert vraiment, de ce qui vous fait du bien. Parce qu'il y aura toujours une bonne raison pour penser de manière négative, parce qu'il y aura toujours une bonne raison pour ne pas aller au sport, faire ce que vous avez envie de faire parce que vous êtes un peu fatigué, parce que quand on essaye de changer, on est en train de casser non seulement des centaines, si ce n'est pas des milliers d'habitudes dans des actions, mais on est aussi en train de casser, de divorcer, si on veut, avec notre ressenti, notre nous, dans notre chair, dans comment on se sent. On est en train de divorcer avec ça et puis de dire maintenant, je n'ai plus envie de me sentir comme ça, j'ai envie de me sentir différemment. Et là, c'est quelque chose qui se passe au niveau du corps, c'est quelque chose qui se passe dans la chair. Dans vos nerfs, dans vos cellules. Et il y a un moment donné où votre corps va pas comprendre pourquoi il n'est pas en train de recevoir, entre guillemets, sa dose quotidienne de stress. Parce que vous n'êtes pas en train d'activer les pensées. Vous êtes en train de dire, non, maintenant, je focalise l'attention, mon énergie, mon mental sur autre chose. Et il y a cet entre-deux où le corps a envie de vous dire, non, mais quand même... pourquoi tu changes là ? Attends, on s'est toujours senti comme ça va, on est en vie encore, on n'en est pas mort. Bon, très bien, c'était pas super agréable, mais en même temps, c'était pas une catastrophe non plus. Qu'est-ce que tu essayes tout d'un coup de te sentir différemment ? Tiens, je vais juste te renvoyer encore un petit peu de tension en plus pour voir si tu peux juste, rebasculer sur autre chose afin que moi, mon corps, là, le moi, quand je dis ça, moi, c'est le moi du corps, je me sente en cohérence avec comment je me suis toujours sentie. Donc je voulais vous laisser avec ça pour aujourd'hui. C'est un sujet qui est plutôt complexe, qui est assez profond, mais qui est aussi fascinant parce qu'il met en lumière aussi, ou il permet peut-être d'interpréter différemment, ou quand vous êtes en train de faire différemment, que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de résistance, et de comprendre qu'en fait ces résistances, c'est juste l'habitude du corps qui essaie de vous maintenir dans une cohérence par rapport à comment vous avez été par le passé.
Et que du coup, une des conséquences de ça, c'est que vous commencez à vous dire « Ouais, mais bon, là, comme je pense, j'ai raison de le penser. » Et moi, je vous réponds « Oui, absolument, vous avez raison de le penser, mais vous avez aussi raison de penser autre chose. » Et donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite une superbe journée, un super week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou bien à m'écrire et puis me faire un feedback sur Instagram. Et puis si vous êtes intéressé par le programme d'auto-coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, comme ça je vous tiens au courant lorsque la prochaine session démarrera durant cet automne. Des énormes bisous, prenez super soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire.